parler de Drive de Nicolas Winding Refn qui a réalisé par la suite Only God Forgives et The Neon Demon, c'est les seuls films de lui que j'ai vus, donc ces 3 derniers. Il a aussi réalisé la trilogie Pusher et Valhalla Rising avec... comment il s'appelle déjà? C'est un réal que j'aime beaucoup et c'est un réal qui me fait aller au cinéma. C'est parce que c'était lui qui réalisait que je suis allé voir The Neon Demon et Only God Forgives. Et j'ai classé The Neon Demon dans les tops des films 2016 l'année dernière dans mon bilan avec Steve Jobs de Danny Boyle. Donc pour dire que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert avec Drive. Alors je vais parler de Drive aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais en parler très rapidement. Dans le film, on retrouve Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston de Malcolm et Breaking Bad. On a Oscar Isaac qui jouait par exemple dans Sucker Punch et qu'on retrouve dans la dernière trilogie Star Wars là, où il joue Poe Dameron, un rôle que j'aime bien mais qui n'ont pas exploité. Et on y retrouve aussi Ron Perlman qui jouait par exemple Hellboy. Alors je vais faire les bons points et les mauvais points comme d'habitude. Premier bon point, c'est que le film est beau. Visuellement il est beau, il est bien cadré, même quand il y a des scènes d'action, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment pas un film d'action. La bande-annonce est mensongère en réalité parce que laisse entendre que c'est un film un peu d'action avec une grosse tension. En fait pas du tout, c'est pas du tout ça. Donc si vous attendez un gros film d'action, vous serez déçu, c'est pas ça. Quand il y a des scènes d'action, et il n'y en a pas beaucoup, tout est très posé, la caméra tremble pas dans tous les sens, on n'a pas un plan à la seconde, tout est sur la retenue dans ce film. Peut-être trop pour certains, mais ça j'y reviendrai dans les mauvais points. Donc le film est beau, la musique est vachement bien. La BO c'est Cliff Martinez qui avait fait la BO de The Neon Demon. Et il y a des musiques ajoutées qui sont vachement bien aussi. Il me semble que la plus connue est de Kavinsky ou quelque chose comme ça. C'est un mec que je connais pas mais j'adore la musique qu'il a faite et qui est dans Drive. J'ai dit que le film était beau. Il y a des films qui sont beaux comme ça parce qu'il y a un bon chef-op et puis voilà quoi. Mais en plus le film est très bien réalisé. Alors après on aime ou on n'aime pas évidemment la manière de réaliser de Winding Refn. Mais quand je dis qu'un film est bien réalisé, c'est que la réalisation amène quelque chose. Des fois, la réalisation handicape un film. On va prendre par exemple Pitof qui a réalisé Catwoman et Vidocq. La réalisation, mais elle est épouvantable. La réalisation dessert le film qui est déjà mauvais de base, dans son écriture, dans son jeu, etc. Une réalisation normale, c'est une réalisation classique. Par exemple, on va dire Harry Potter 1, c'est une réalisation qui est très classique, qui n'apporte pas beaucoup de choses au film, mais qui ne lui enlève rien. Et après, je trouve qu'il y a des réalisateurs comme Fincher, comme Nicolas Winding Refn, comme Danny Boyle, qui eux, par leur réalisation, amène quelque chose. Alors soit de l'énergie pour Danny Boyle, je trouve que c'est un cinéaste de l'énergie pour les peu de films que j'ai vu de lui. David Fincher, c'est un créateur d'ambiance, je veux dire, il va jouer avec les couleurs, il va jouer avec le cadre ou la lenteur du mouvement de caméra ou le contraste entre la vitesse de la musique et la lenteur de la caméra, etc., qui fait que la réalisation amène quelque chose. La réalisation est parlante, la réalisation dit quelque chose. C'est pas une réalisation comme Brett Ratner par exemple qui se contente de filmer, voilà. Il a le script, les personnages font ça, bon ben faites ça et puis moi je me mets là et puis je vous filme quoi. La réalisation parle et des fois avec deux acteurs comme ça qui font presque rien, en fonction de comment tu les filmes, comment tu fais durer le plan avec la musique, etc., eh ben on va ressentir des choses, alors que si on change la réalisation tout en laissant le même jeu d'acteurs, les mêmes choses qui se passent, etc., on aurait pu ne rien ressentir ou ressentir des choses négatives en changeant la réalisation en fait. Donc enfin bref, je sais pas si je suis clair, mais en tout cas la réalisation est un plus. Ensuite, les personnages de ce film sont attachants. Il y a des personnages, on peut les trouver cool dans des films, on peut les trouver gentils, ou inspirants, n'importe quoi, mais on va pas avoir peur pour eux parce que on n'est pas pris d'empathie pour eux. Bon ben là, on a 3 personnages, avec 4 avec le gamin. Quand on voit ce film, on n'a pas envie qu'il arrive quelque chose. Le personnage de Ryan Gosling, on n'a pas envie qu'il y arrive quelque chose. Le personnage de Carey Mulligan, pareil. Le personnage du gamin, pareil. Même Oscar Isaac, qui est pas si attachant que ça parce qu'il joue un ex-tolard qui a fait du mal par le passé, on sait pas trop vraiment quoi, mais même lui, on s'attache à lui, je veux dire. C'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans les films aujourd'hui. J'ai vu par exemple hier soir Le Roi Arthur de Guy Ritchie. J'ai vachement aimé le film, j'ai vachement aimé le côté stylisé du film, etc. J'ai aimé le fait qu'on prenne la légende du roi Arthur et qu'on la revisite pour... on se dit, bon, des versions du roi Arthur, il y en a eu plein. On n'est pas là pour faire du réalisme ou quoi, on va proposer autre chose. Ça, j'adore, mais à aucun moment je m'inquiète pour les personnages, à aucun moment donné j'ai envie qu'ils soient spécialement heureux, spécialement bien ou quoi. Je suis très extérieur au film à cause de ce côté hyper stylisé de la réalisation. Là, on a une réal qui nous met très près des personnages et qui joue vraiment sur les émotions du personnage. Le film est très taiseux, j'allais dire. Je vais attendre les mauvais points pour le dire ça. Bon, je vais dire les mauvais points maintenant. Les mauvais points, qui n'en sont pas pour moi, mais qui peut rebuter pas mal de gens, c'est que le film est très taiseux. Il y a quasiment pas de dialogue. Des fois, il y a des phases de silence avec deux personnages qui se regardent, qui durent. Et bien, il y a quelqu'un qui regarde Drive pour voir
un simili Marvel ou un truc comme ça, bon ben ça va le saouler. Et ensuite c'est que paradoxalement, j'ai dit qu'on s'attachait vachement aux personnages et on ne fait rien sur les personnages de ce film. Le film est adapté d'un livre qui s'appelle Drive aussi apparemment, et apparemment de ce que j'en ai lu, pas du livre mais d'avis sur le livre, c'est que le bouquin est écrit un peu comme Watchmen, c'est-à-dire qu'on a une phase dans le présent et puis ensuite on a un flashback, on a une phase dans le présent, un flashback, une phase dans le présent, un flashback. Et que Vinnie Griffin, quand il est arrivé sur le projet, il a dit tout le background on le dégage, c'est-à-dire que tous les flashbacks on les vire et on se concentre sur ce mec qui conduit, qui est dans sa bagnole et qui est très seul. Donc bizarrement normalement le background c'est fait pour justement qu'on s'attache au personnage, et là on s'attache beaucoup au personnage sans aucun background. Donc pour certains ça va être un mal en disant qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire et donc que le film est vide, alors qu'en réalité le film est rempli, mais il est rempli d'émotions. Le scénario est très simple, les personnages sont très simples, mais l'émotion fonctionne. Ce que j'aime aussi, c'est que le film nous montre un petit peu la mafia, le crime organisé. On voit un large spectre de criminels. On a les criminels qui sont vraiment des pourritures dans l'âme et qui ont beaucoup de pouvoir. On a la petite frappe de QI qui fait que du mal. On a le bon exécutant, qui moralement est quelqu'un quand même assez bien, qui est le personnage de Ryan Gosling. On a l'ancien criminel qui veut se repentir, mais qui a pas trop le choix, qui est obligé de rester un petit peu dans le game, on va dire. On a le criminel qui est haut placé, donc qui a un fort pouvoir de destruction, mais qui veut pas forcément faire du mal. Lui, ce qu'il veut, c'est se faire du fric, mais qui au final ne pense qu'à lui. Et on a donc ce large spectre de criminels qui nous montre qu'au final, dans tous les cas, c'est un milieu pourri. Et dans tous les cas, même s'il y a de la loyauté, même s'il y a n'importe quelle valeur, les valeurs qu'on a en vie, le courage, le machin, etc., le fait qu'on soit malin, qu'on arrive à se débrouiller, etc., etc., dans tous les cas, la valeur prépondérante ou prédominante, c'est l'égoïsme. Si tes intérêts vont contre les intérêts du mafieux, dans tous les cas, tu finiras mort ou alors avec une jambe pétée à la barre de fer, enfin bref. En gros, on va dire que c'est un anti-parrain, même si j'ai pas vu le parrain. Je regarde par rapport aux échos que j'ai eu dans la BD Kick-Ass, où il y a Girl qui dit le parrain, ce genre de film, je déteste ça. C'est vraiment le genre de truc qui nous fait croire que la mafia, il y a des valeurs, etc., alors qu'en réalité, c'est juste des enfoirés qui servent leurs intérêts. Et au final, Hit Girl dans Kick-Ass, elle les bute tous. Et enfin, pour faire très original, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est les thèmes et les messages. Ce film est une allégorie d'une allégorie. Et quand je dis une allégorie d'une allégorie, je parle de l'allégorie, pour ceux qui connaissent l'histoire, du scorpion et de la grenouille. Et ensuite, le message principal du film, c'est que le film est un film sur la solitude. Ce que ça amène, ce que ça enlève, le film nous fait vraiment ressentir la solitude du personnage. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça m'a permis de réfléchir un petit peu sur, même si j'avais déjà réfléchi là-dessus, la solitude. Et ça, c'est vachement bien. Donc je vais passer au spoiler maintenant. Si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas. Et si vous avez vu le film, regardez. Je développerai les points que j'ai abordés maintenant. Et voilà. A plus. Alors, pour commencer les spoilers, je vais revenir sur le rôle de Ryan Gosling. Le rôle de Ryan Gosling, j'avais vu le film 2 fois et après je l'avais plus regardé pendant un petit moment. Et je voyais vraiment le personnage de Ryan Gosling comme un séducteur. Parce qu'il a son petit cure-dent, qui roulait un peu des mécaniques, qui fixait Carey Mulligan dans les yeux et qui bougeait pas, qui laissait jouer son charisme, etc., etc., pour la séduire. Et c'est pas parce que ça la séduit qu'il fait ça pour la séduire. Et je pense en réalité que Ryan Gosling dans ce film n'est pas un séducteur sûr de lui, mais est tout le contraire. C'est-à-dire un mec qui a pas beaucoup de contact avec les gens et qui est introverti. Introverti, et ça frôle des fois presque autiste. J'y connais pas grand chose en autisme, donc je veux pas dire de bêtises. Vraiment, il est pas taiseux par stratégie de séduction ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. Et même le fait qu'il a toujours un cure-dent pour faire le mec qui roule des mécaniques, etc., ça fait pas mec qui est dans le coup et qui a trop de classe avec son cure-dent. Parce qu'à un moment donné, il est chez Carey Mulligan, il y a le fils de Carey Mulligan et il lui fait tu veux un cure-dent, et il ouvre et en fait il a pas de cure-dent sur lui. C'est vraiment le comportement de quelqu'un qui a une vision très extérieure des relations sociales, qui pense vraiment qu'en ayant un cure-dent dans la bouche, et il va faire le mec classe, etc. À des moments dans le film, on le voit, il est vraiment gêné, il est pas à l'aise. Quand Bryan Cranston propose à Carey Mulligan que Ryan Gosling la ramène chez elle parce que sa voiture est en panne, il sait pas trop quoi dire. Ça se bouscule un peu au portillon. Vas-y mon gars, descends là, on va la pousser. Ah, vous connaissez. Arrête. Regardez-le. On est voisins. Et donc, j'ai proposé à Irène que tu les raccompagnes, elle et le petit Benicio. J'ai bien fait ou pas? Quand il regarde la télé avec le gamin, il est complètement happé par les dessins animés et il parle au fils de Carey Mulligan en disant ah ouais, mais t'es sûr que c'est le méchant? Comment tu le sais? Et l'autre il dit bah il a une tête de requin. Il dit ouais, mais
Il n'y a pas des gentils, des requins. Et il n'est pas du tout dans un rapport d'adulte dans sa tête qui parle à un enfant, manière de rigoler avec lui en disant ah, il n'y a pas des gentils, des requins, ah, non, je suis sûr qu'il y en a des gentils, des requins à le taquiner ou quoi que ce soit. Non, c'est pas du tout. Il a une discussion d'égal à égal avec un enfant en fait. C'est pour ça que je dis le côté presque autiste. C'est un requin? Il n'y en a pas de gentils. Non. Et puis t'as vu sa tronche? Tu trouves qu'il a l'air gentil, toi? Salut. Bonsoir, tu vas bien? Ça va? C'est Cindy. Bonsoir. Il y a le moment où il est à la table avec Carey Mulligan et son mari. Et il y a Oscar Isaac qui dit je suis bien là, je suis avec mon nouvel ami, je suis avec ma femme, mon fils, etc. Et il y a Ryan Gosling qui regarde par terre et qui sourit et il est complètement ailleurs. C'est ma raison de vivre. Et le regard et son attitude qu'il a à ce moment-là, il fait pas du tout mec normal qui est là avec ses potes à rigoler, etc. C'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui a pas l'habitude d'être en groupe comme ça et qui sait pas comment agir. Et il y a des personnes, et je parle en connaissance de cause, qui quand elles sont pas forcément à l'aise dans des groupes, et ben elles ont tendance à être plutôt taiseuses et à rien dire, etc. À écouter les autres. Ça veut pas dire que les personnes sont bêtes. Hein. Ça veut dire juste qu'elles prennent pas la parole, qu'elles écoutent beaucoup. Et on le voit quand il est tout seul, il est dans son monde, il répare ses machins, etc. Il est bien. Ensuite, dans les rapports interpersonnels, c'est-à-dire avec une seule personne, quand il est soit avec Carey Mulligan, soit avec l'enfant, là, il arrive à avoir une conversation à peu près normale, même s'il est un peu timide et tout. Et après, quand il est en groupe, alors là, il parle plus du tout et puis c'est fini, quoi. Donc c'est vraiment le comportement de quelqu'un qui n'est pas à l'aise socialement et pas du tout le comportement de quelqu'un qui est hyper sûr de lui, qui a une espèce de mâle alpha, qui juste par sa présence irradie de confiance en soi autour de lui. C'est pas du tout ça. Ça, ce serait plutôt Vin Diesel dans Fast and Furious, qui a une espèce de mâle alpha, qui a pas besoin de parler, qui se fait comprendre, etc. Et je trouve que le fait que le personnage soit comme ça, c'est une des forces du film. Et je sais pas si Ryan Gosling ne dessert pas un peu le rôle. Ryan Gosling est très bien dans le rôle, mais du coup, le fait que ce soit Ryan Gosling et qu'il ait cette image de beau gosse, ben, du coup, on peut passer à côté du rôle en ne voyant pas le personnage comme quelqu'un de socialement inadapté, etc. Mais on risque de le voir juste comme un séducteur, un mâle alpha, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Là où je dis que la réalisation elle apporte quelque chose, c'est que Nicolas Winding Refn, en un seul plan, il nous fait un tableau du film. On a la caméra qui est à l'intérieur de la voiture, on est confiné dans la voiture, et il y a Ryan Gosling qui est dans sa voiture, avec une musique un peu triste, un peu mélancolique. Et il est dans son espace à lui, chez lui, c'est dans sa bagnole. Sa bagnole le coupe de l'extérieur, les couleurs sont froides à ce moment-là, ce qui appuie sa tristesse. Dans ce plan, on a sa solitude, sa tristesse, son isolement, et ce qu'il est, sa passion, c'est-à-dire la voiture. Donc un mot sur la solitude, je pense qu'on évolue en bien quand on est seul, en tout cas en majorité. On évolue beaucoup plus vite en bien quand on est seul que quand on est en groupe. Quand on est en groupe, il y a beaucoup de choses qu'on se dit, beaucoup de choses qu'on fait, etc. qui sont là uniquement pour créer du lien social et pas pour échanger des informations importantes, etc. etc. On va passer beaucoup de temps à blaguer, à parler des uns, des autres, et machin qu'est-ce qui devient, et toi qu'est-ce que tu deviens, et comment ça va, et toi ça va, c'est Coluche qui disait ça. Pour ça, les gens ils s'invitent à bouffer, des fois ils ont pas grand chose à se dire. Alors, ta salade, bah ouais, moi salade, ta salade, bah ouais, moi salade, bah moi salade, ta salade, bah ouais, moi salade, bah ça va, moi salade, ta salade, ouais, salade, ta salade, puis à part ça, bah ça va. Oui, bah 2 heures ça fait long, hein. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'on dit et qu'on fait en groupe qui n'est là que pour créer du lien social. Et quand on est dans un groupe, on a toujours le sentiment d'appartenance à ce groupe, c'est un sentiment qui est positif. À moins que le groupe ce soit un groupe de nazis et qu'on soit anti-nazis, évidemment, le fait d'être dans ce groupe, c'est pas un sentiment positif qu'on va avoir. Ça va pas augmenter notre estime de soi, mais en général, quand on est dans un groupe, ça augmente notre estime de soi par sentiment d'appartenance. Bon, et donc ce sentiment d'appartenance va faire qu'on va évoluer dans le sens du groupe, qu'on soit en accord avec le groupe ou pas. Ce qui fait que des bêtises qu'on n'aurait pas fait seul, on va les faire en groupe. Des choses qu'on considère comme moralement pas acceptables, on va les faire en groupe ou bien les tolérer en groupe, là où on ne les tolérerait pas quand on serait seul. Donc je pense que être toujours en groupe, c'est pas forcément une bonne chose. On n'évolue pas en bien en étant toujours en groupe. Quand on est seul, à contrario,
on n'est pas guidé par un sentiment de groupe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre ses propres envies. Alors si tes envies, c'est regarder BFM TV, Touche pas à mon poste et du porno, tu vas pas évoluer forcément en bien. Sorti de ça, si tu lis des bouquins, que tu regardes des films, que tu joues à des jeux vidéo, etc., il y a toujours matière à réfléchir. Et en développant ta culture, tu acquiers une base de réflexion, et à partir de cette base, de toute l'information que tu as accumulée, à partir de tout ça, tu vas commencer à réfléchir par toi-même, à penser par toi-même, etc. Et donc, je pense que quand on est seul, premièrement, on acquiert beaucoup plus de connaissances, et deuxièmement, on a le temps d'en faire quelque chose de ces connaissances, c'est-à-dire de réfléchir sur ce qu'on sait. Il me semble que c'était Proust qui disait que vivre des choses, c'était comme prendre des photographies, et être seul, c'était comme développer ces photographies. Si on est toujours accompagné, toujours avec des gens, etc., on ne peut jamais réfléchir sur notre vécu, et donc en tirer des conclusions pour l'avenir, et donc s'améliorer. Et je pense qu'à cause de ça, les gens qui sont la plupart du temps seuls ont beaucoup plus de choses intéressantes que des gens qui sont toujours en groupe, toujours en contact avec les téléphones, et toi ça va, et toi qu'est-ce que tu fais, tiens hop, je prends ce que je bouffe en photo, je te l'envoie, et toi ça va, et machin il va bien, et machin qu'est-ce qu'il devient, etc. Voilà. Je pense que passer son temps à ça, être toujours en contact avec des gens ou être tout le temps en groupe, en réalité on perd énormément de temps, et on a au final beaucoup moins à offrir aux gens qu'on côtoie que si on passait beaucoup plus de temps seul à se cultiver, etc. Sachant que la culture est un facteur social. Les bouquins qu'on lit, qu'on va les raconter à des copains, copines, etc. Ou bien qu'ils ont lu et on va échanger dessus sur ce qu'on a aimé, sur ce qu'on n'a pas aimé, sur ce genre de trucs, ce sont des facteurs sociaux. C'était je sais plus qui disait les gens brillants parlent d'idées, les gens intelligents parlent d'événements, et les gens médiocres parlent de gens. Ben, il y a un peu de ça. Après, il y a la façon d'en parler aussi. On peut parler d'idées en étant complètement à côté de la plaque et complètement crétin, auquel cas on n'est absolument pas brillant. On peut parler d'événements en disant que des bêtises, auquel cas on n'est pas du tout intelligent. Et on peut parler de gens en ayant une approche très intellectuelle, en réfléchissant sur les rapports entre les gens, etc., en faisant de la sociologie donc. Et donc là on est intelligent et donc on n'est pas médiocre. Donc. Mais je trouve ça quand même intéressant l'idée de parler d'idées, parler d'événements, on parlait de gens. Bref. Et je pense que dans le film, par exemple, quand on regarde le personnage d'Oscar Isaac, ce mec-là, je pense pas qu'il se soit mené en prison tout seul. C'est parce qu'il était dans une bande, etc., que ça l'a amené à faire des larcins et donc arriver en prison. Qu'est-ce qui a fait que Carey Mulligan ait été avec lui alors que c'était un mec apparemment à l'époque pas bien? Peut-être le besoin d'être en groupe, le fait d'appartenir à un groupe et donc du coup d'agir comme le groupe, se mélanger avec le groupe, etc., etc. Bref. Et du coup, elle est avec Oscar Isaac, elle a un enfant avec, donc un an après, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'enfant très vite. Et on voit dans le film que ce qu'elle voudrait, Carey Mulligan, en réalité, c'est être avec Ryan Gosling. Sauf que Ryan Gosling, qui passe beaucoup de temps seul. Essaye là. Allô. Apparemment, il n'y a plus trop les piles. C'est toi, tu l'as trop. Et je regardais pendant que tu faisais, t'appuyais trop. T'as trop appuyé. Mais au final, Carey Mulligan, qui est faite plus pour être avec Ryan Gosling qu'avec Oscar Isaac, au final elle se retrouve avec Oscar Isaac parce qu'en réalité Ryan Gosling elle a rencontré que très tard. Et donc elle a eu le temps d'avoir d'abord un enfant avec Oscar Isaac, etc. Bref, l'inconvénient de la solitude, l'inconvénient majeur de la solitude, c'est que quand on est seul, on ne fait pas de rencontres. Et que quand on est tout seul chez soi en train de lire des bouquins ou en train de regarder des films ou en train même d'écrire des bouquins ou de décrire des films, on rencontre pas des gens. Et donc on risque moins de rencontrer les gens avec qui on serait bien et avec qui on passerait notre vie en étant seul chez soi plutôt qu'en faisant partie du groupe, etc., où on va rencontrer beaucoup plus de gens. Et donc à partir du moment où on rencontre beaucoup plus de gens, on a beaucoup plus de choix pour se dire je vais être avec cette personne, je vais me marier avec cette personne, je vais être ami avec cette personne, etc., etc. Quand on est seul, on n'a pas vraiment le choix étant donné qu'on est seul. Voilà, et c'est le problème de Ryan Gosling dans ce film, c'est que si Carey Mulligan avait rencontré en même temps Ryan Gosling et Oscar Isaac, elle n'aurait jamais été avec Oscar Isaac, elle aurait été avec Ryan Gosling. Si Ryan Gosling avait adressé la parole, évidemment. Parce que Ryan Gosling et Carey Mulligan dans ce film ne se parlent au final que parce que la voiture de Carey Mulligan est tombée en panne. Sinon, ils auraient continué à être voisins sans jamais se parler. La solitude a ses bons côtés, elle a ses mauvais côtés. On devient quelqu'un, je pense, de beaucoup plus intéressant en étant souvent seul. Malheureusement, c'est que socialement, c'est pas bien d'être seul. C'est des vases communicants. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Végétal, le beurre, évidemment. Et juste pour conclure sur la solitude, il y a un moment qui illustre bien la solitude du personnage. C'est quand il y a la fête de retour d'Oscar Isaac de prison. Il y a beaucoup de gens qui sont autour d'Oscar Isaac, qui n'est pas forcément quelqu'un de très bien vu qu'il a fait des mauvaises choses, même s'il est repenti. Et Ryan Gosling, il est tout seul chez lui, il n'y a personne autour de lui pour célébrer sa génialitude. Il est tout seul, il est en train de réparer un truc de moteur, que j'y connais en mécanique donc je ne saurais pas dire ce que c'est. C'est lui qui mériterait d'être célébré, et il est tout seul.
Et Oscar Isaac, lui, il mériterait pas forcément d'être célébré vu qu'il a fait de mauvaises choses au point de mériter la prison. Qu'il est sorti de prison, mais les gens ne savent pas s'il a changé ou pas, avant de venir à la fête en tout cas, où il méritait pas spécialement. Et au final, les gens le célèbrent à lui. Lui, il a une femme et un fils. Ryan Gosling, il est tout seul. C'est la vie. Là où on voit que Ryan Gosling, c'est pas le gros mec, le mal alpha hyper badass comme dans Fast and Furious par exemple, où Vin Diesel est attaché au plafond par des chaînes et au final quand il veut il pète les notes, il défonce la face à tout le monde. Bon, Ryan Gosling il est pas du tout comme ça dans le film. Ryan Gosling, on voit que c'est pas un actionneur, on voit qu'il a pas l'habitude de se battre, etc. Ok, il est balèze, mais il est balèze parce que c'est Ryan Gosling. Mais je pense que le rôle à la base, le mec est pas censé être super balèze. Et quand il commence à s'en prendre à la mafia, à défoncer la main de l'autre à coups de marteau, à ce moment-là, il tremble, il transpire. On s'est compris. Quand il défonce le mec dans l'ascenseur, il est pas du tout droit, sûr de lui, avec la chaussure pleine sang, à balancer une punchline du genre du pied gauche à emporter bonheur, ou je sais pas, un truc débile. Non, il est pas du tout comme ça, il est tout voûté, il se retourne vers Carey Mulligan. Il est tremblant, il est tout en sueur. On voit qu'il n'est pas habitué à ça, et malgré tout il le fait. On le voit que ce qui le pousse, c'est l'amour de Carey Mulligan, le fait qu'on s'en prend pas à un gamin, et il veut surtout pas qu'on s'en prenne à Irene. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore les actionneurs à la Stallone par exemple dans Cobra, ou dans Demolition Man, ou alors Schwarzenegger dans L'Effaceur, etc., etc. Vin Diesel dans les Fast and Furious, surtout les derniers où là c'est une machine le mec. J'adore ces films-là, j'adore ces personnages-là. Mais j'adore aussi le personnage de Ryan Gosling, c'est-à-dire que où on voit que c'est un mec, ça pourrait être vous, toi, ça pourrait être moi. C'est juste un mec à un moment donné qu'il fallait pas embêter et il se retrouve obligé de mener sa croisade contre la mafia. Et il le fait pas parce qu'il sait le faire, il le fait parce qu'il se sent le devoir de le faire à ce moment-là. Je vais terminer sur l'histoire du scorpion et de la grenouille. L'histoire du scorpion et de la grenouille, c'est une histoire très simple. C'est un scorpion qui a besoin d'aller de l'autre côté de la rivière et il demande à une grenouille de l'y amener en le portant sur son dos. C'est-à-dire que la grenouille nage, le scorpion se met sur son dos. Et voilà, la grenouille lui dit non, je vais pas t'amener là-bas parce que tu vas me piquer et on va couler. Et le scorpion il dit mais non, je vais pas te piquer, sinon on coulerait tous les deux, c'est pas dans mon intérêt, je vais couler sinon. Donc finalement, la grenouille, elle prend le scorpion sur son dos, elle commence à traverser la rivière, et arrive au milieu de la rivière, le scorpion ne peut pas se retenir, il pique la grenouille, les deux coulent, les deux meurent. Et juste avant de couler, la grenouille dit au scorpion, pourquoi t'as fait ça? Et le scorpion lui répond, c'est plus fort que moi, j'ai pas pu résister. Le film est une allégorie de cette allégorie, qui veut dire qu'en gros, il y a des gens qui sont mauvais de base, et qu'il ne faut pas leur porter secours, ne pas les aider, ne pas traiter avec eux, etc. etc. Ryan Gosling, il a un manteau, et sur le dos, qu'est-ce qu'il a? Il a un scorpion, et ce, depuis le début. Ce scorpion, il représente le scorpion de l'histoire, et le scorpion de l'histoire dans Drive, c'est la mafia. C'est-à-dire que c'est des mecs avec qui Ryan Gosling va traiter, mais qui à n'importe quel moment peuvent le piquer si à un moment donné ils en ont envie. À partir du moment où Ryan Gosling a commencé à traiter avec la mafia, c'est un mort en suspens. Il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, il a un scorpion sur le dos. Ryan Gosling, il veut tout faire, il veut les aider à la mafia. Il leur rend service, moyennant en finance évidemment, mais il leur rend service. Quand il y a Nino qui organise le faux braquage et qu'ensuite il est censé buter Oscar Isaac et Ryan Gosling aurait dû se faire buter à cause du plan foireux de Nino. N'empêche que, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère l'argent et ce qu'il propose c'est de rendre l'argent sans en garder un seul dollar. Il propose de rendre intégralement l'argent au mec qui voulait le faire buter à la base pour dire tu me laisses tranquille et Irene tu la laisses tranquille. Et que fait Nino? Il envoie un tueur à gages pour buter Ryan Gosling et Irene. Autrement dit, Ryan Gosling c'est la bonne pomme. Il aide le scorpion sans rien demander en retour et Nino, le mafieux, le scorpion, il veut quand même le buter. Manque de bol, c'est que dans ce film, la grenouille elle se laisse pas faire. Et donc à partir de là, Ryan Gosling il va buter Nino. Et quand il propose de rendre l'argent à l'autre mafieux, qui pourtant avait l'air sympa jusque là,
Eh ben, il lui rend l'argent et que fait le mafieux? Il lui met un coup de couteau. Donc le scorpion pique la grenouille. Sauf que, encore une fois, la grenouille se rebelle. Ryan Gosling arrive à choper le couteau, l'inverse, et bute le mafieux. Donc au final, on a l'adaptation de cette histoire de la grenouille et du scorpion, sauf que la grenouille se rebelle parce qu'elle s'en sent le devoir. Et sur cette dernière scène, justement, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que là où je dis que la réalisation sert le film, là c'est pas vraiment la réalisation, c'est plutôt le montage, c'est que Ryan Gosling arrive dans le restaurant pour voir le mafieux en disant voilà, j'ai ton argent, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Le mafieux lui dit tu vas me filer ton argent et ensuite tu dégages de la ville. Et donc on a un montage alterné de cette scène de restaurant où il est question de qu'est-ce qu'ils font pour rendre l'argent, etc. avec le moment où il rend l'argent et où ils sont sur le parking. Le montage fait en sorte de nous montrer que Ryan Gosling, à ce moment-là, il accepte de mourir. Il accepte de prendre le risque de mourir du moment qu'il met Irène à l'abri. On a un plan où Ryan Gosling se fait poignarder et le plan d'après, on est de retour au restaurant. Il y a le mafieux qui lui dit allez, on y va, on va chercher l'argent, et il y a Ryan Gosling qui sourit. Autrement dit, on a déjà vu sa mort et on a ce plan de Ryan Gosling qui sourit, qui répond donc au coup de couteau qu'il prend. Et là, on comprend que sa mort, il l'accepte. Où t'as mis l'argent? Dans la voiture. On y va. Alors au final il meurt pas et il arrive à buter le mafieux. Mais voilà, on aurait pu nous montrer un dialogue où il se prépare, où il dirait par exemple je vais à la mort, et puis voilà, ou alors avec une voix off en disant je sais très bien ce qui m'attend mais j'y vais quand même parce que blablabla blablabla. Là c'est le montage qui se substitue au mot. Le montage et la réalisation nous fait comprendre ce que le personnage pense et ressent à ce moment-là sans avoir besoin de mots pour l'appuyer. Et ça je trouve ça vachement bien. Bref, encore une fois c'est une mini critique, il y a plein de choses à dire. On pourrait faire des analyses sur la réalisation, le montage, la photographie et tout et tout. Mais voilà, j'ai juste abordé quelques points, je le dis peut-être un peu trop mais c'est une mini critique, ce n'est qu'un bout de mon avis et ce n'est pas tout mon avis sur le film. Si vous l'avez déjà vu, normalement vous l'avez déjà vu, vu que vous avez regardé les spoilers, re-regardez-le, il vaut vraiment le coup et à plus.